Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé du CAPES 2023, CAPES de mathématiques, épreuve 1. CAPES externe. Problème 1, sur les histoires de fonctions paires, évidemment que c'est faux, parce que f pair, ça équivaut à dire ça, donc f pas pair, ça équivaut à dire il existe x, et non pas quel que soit x, donc c'est faux. Le 2 est vrai, c'est le théorème du point fixe. F va de AB vers AB. C'est vrai si f de A est égal à A, c'est vrai si f de B est égal à B. Alors sinon, si on n'a ni l'un ni l'autre, ça veut dire que f de A est supérieur à A puisqu'on arrive dans AB, que f de B est inférieur à B puisqu'on arrive dans AB. Et donc on prend la fonction g qui a x appartenant à B associe f de x moins x, on voit que g de A est positif et que g de B est négatif, et donc, théorème des valeurs intermédiaires, il existe x tel que g de x égale 0, on peut le dire comme ça, 0 appartient à g de B, g de A, donc il existe. Parce que la fonction g est continue, d'accord, et donc g de x égale 0, ça me fait f de x égale x. Petit 3, c'est archi faux, on prend f, c'est la fonction x2, alors sur moins 1, g la fonction x, alors quand j'intègre f de x, ça fait 2 tiers, quand j'intègre g, ça fait 0 parce qu'elle est impaire, donc l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g, mais f n'est pas supérieure à g, parce que sur l'intervalle 0,1, comme x est inférieur à 1, x2 est inférieur à x, en multipliant par x, et donc f de x est inférieur à g de x, donc c'est faux. Petit 4, la valeur moyenne d'une fonction, non. On prend celle-là, sa valeur moyenne c'est 0, je l'ai déjà dit, mais f est évidemment non nul. Petit 5, c'est faux aussi, parce que c'est une équation différentielle du second ordre, donc il devrait y avoir deux paramètres qui apparaissent, et là il n'y en a qu'un. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle du second ordre, c'est en fait un espace affine de dimension 2. Donc en fait, on pouvait se contenter de ça. On pouvait aussi dire que exponentielle x plus 1 est une solution qui est différente de k exponentielle 2x plus 1. Puis si vraiment on avait eu le temps, mais enfin j'y crois pas trop, l'équation caractéristique c'est ça, ces solutions c'est 1 ou 2, et donc les solutions de l'équation sans second membre, ça va être ça. Et comme y est égal à 1 est une solution de l'équation complète, eh bien les solutions de l'équation complète, c'est ça. D'accord ? Et donc on voit que ce n'est pas ce qu'on nous a proposé. Petit 6, la négation de toute suite réelle majorée converge. Ça veut dire qu'il existe une suite réelle majorée qui ne converge pas, donc qui diverge. Alors c'est pas la même chose que de dire il existe des suites réelles minorées, il existe une suite minorée qui diverge. C'est pas la même chose. D'accord, B est différent de A. Parce que, de A bar, je veux dire. Parce que, c'est toujours ambigu ce genre de questions. Alors, je suis d'accord pour dire qu'elles sont équivalentes, vu qu'elles sont toutes les deux vraies, en fait, parce que A est faux. A est faux, c'est-à-dire, on prend la suite UN égale moins 1 puissance n, c'est une suite qui est bornée, qui est majorée, et qui diverge. D'accord ? Donc, comme A est faux, A bar est vrai. Et B aussi est vrai, parce que, pour la même raison, je prends la même suite d'ailleurs, elle est bornée, donc minorée, puis elle diverge. Donc, mais c'est pas pour ça qu'elles sont c'est-à-dire A bar et B sont équivalents. On peut toujours dire ça, parce qu'effectivement, B est vrai et puis A bar est vrai, mais les deux assertions ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc ma réponse c'est faux. Petit 7, on a une suite géométrique, moins 1 puissance 7 à la puissance k, donc quand je fais la somme, eh bien ça va me donner 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, avec q qui en valeur absolue est entre 0 et 1, donc qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0, et donc ça fait 1 sur 1 moins q, c'est bien connu comme résultat. Et donc 1 sur 1 plus 1 septième. Et ça fait 7 huitièmes. D'accord ? Et moi, on me dit que la suite converge vers un nombre plus grand que 1. Donc elle converge, oui, ça c'est vrai. Vu que c'est une série alternée, elle converge. Mais par contre, je vois que
la limite est inférieure à 1. Donc c'est faux. Alors, on est rendu à la numéro 8 du QCM. Les QCM sont de plus en plus longs. Hein. Bah, c'est faux parce que ce U égale 40, là, il sert strictement à rien. C'est pas, on rajoute 5 à chaque fois. On ne va pas rajouter 40 plus 5. Là, on rajouterait 45 à chaque fois. C'est S égale S plus 5 qu'il fallait mettre. La géométrie, bah, nous, ce qu'on nous donne, c'est la réciproque. C'est-à-dire que on avait A inter B, on nous donne B inter A. Ça, c'est la réciproque, mais ce n'est pas la contraposée. La contraposée, c'est contraire de B implique contraire de A. Donc ici, ça serait de dire que AB carré plus AC carré différent de BC carré implique que le triangle n'est pas rectangulaire. Donc c'est faux. La 10, c'est vrai parce que je calcule le produit, je développe le produit scalaire. Par symétrie, ces deux-là sont égaux, ils se suppriment. Ça fait norme de x au carré moins norme de y au carré qui est égal à 0 parce que norme de x égale norme y. Donc ils sont bien orthogonaux. Ça c'est vrai aussi parce que si j'ai ça, ben, je vais avoir ça quel que soit z, et ça, comme on a affaire à un produit scalaire, ça nous dit que x moins y est égal à 0, donc x égale y. Le 12 est faux parce que dire qu'on appartient à la médiatrice de AC. Oui, alors donc ça équivaut à dire ça. Et donc AM, il a pour coordonnées x plus 4, y moins 1, CM, il a pour coordonnées x moins 5, y moins 4. Je mets ça au carré et ça me fait ça. D'accord, hein, j'applique la formule x2 plus y2. Alors, je développe ça, les x2 et y2 s'en vont parce qu'ils sont en même nombre de chaque côté. Il me reste 8x plus 16 plus moins 2y plus 1 égale moins 10x plus 25 moins 8y plus 16. Et je simplifie mes 16, je fais passer de l'autre côté, j'obtiens ça. Et ça, c'est pas équivalent à x plus y qui est égal à 3. Donc c'est faux. 13, bah, c'est faux aussi parce que dire ça, ça équivaut à dire que AM est égal à BM ou A pour fx2 et B pour fx-1 parce que c'est z moins 1. Et donc en fait on a affaire à une médiatrice, donc on a affaire à une droite, donc le résultat ne peut pas être un point. Petit 14, c'est ça, bah, j'ai que l'angle OA-OB, c'est l'argument de ZB moins l'origine sur ZA moins l'origine. Et ZB, ben, donc c'est l'argument de ça. D'accord. Et ça, c'est quoi? Son module, c'est 2. Donc, c'est 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i, c'est-à-dire 2 exponentielle i pi sur 6. Là, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 6. Donc, ça fait argument d'exponentielle i pi sur 3 qui fait bien pi sur 3. Dans le 15, j'ai une droite dont le vecteur directeur est donné par les coefficients qui sont en t. Donc, c'est 1, moins 1, moins 1. Et j'ai un plan dont un vecteur normal est donné par les coefficients qui sont devant x, y, z, c'est-à-dire 1, moins 2, 3. Or ça et ça, c'est pas collinéaire. Donc le plan n'est pas orthogonal à la droite. Petit 16, ma matrice, bah, son déterminant c'est 0, moins 1 qui est non nul, donc elle est inversible. Et pour avoir son polynôme caractéristique, j'écris A moins lambda identité, qui est égal à ça, qui a pour déterminant lambda carré moins 1 égale lambda moins 1, facteur de lambda plus 1. Donc il y a deux valeurs propres. Et comme on est en dimension 2, bah, ça veut dire qu'elle était distincte, donc elle était diagonalisable. Ce qui était d'ailleurs évident, parce qu'en fait c'est une matrice qui échange les deux vecteurs de la base. I donne J et J donne I. Donc c'est une symétrie vectorielle. Donc c'est forcément une isométrie, donc c'est inversible. Et puis les symétries, ben, c'est une symétrie, donc elle a des valeurs propres à 1 et moins 1, et donc elle est diagonalisable. Question 17, c'est vrai, parce que AB égale 0, bah, si A est inversible, ça nous fait A moins 1 AB qui est égal à 0, et donc comme ça fait B, ça nous fait B égale 0. Donc pas inversible. Et de même, si B est inversible, A n'est pas inversible. On peut aussi dire que le déterminant de AB est égal à déterminant de 0 égale 0, donc déterminant de A fois déterminant de B est égal à 0, donc un des deux est nul, donc un des deux n'est pas inversible. Donc
c'est vrai. Ensuite, on passe au pourcentage. Alors là, c'est faux. Si on part de 100 euros, on l'augmente d'abord de 12%, puis de 16%, donc on fait ça. Puis on l'augmente de 7%, donc on fait ça. Donc ça fait à peu près 139, donc on voit que l'augmentation est 39 pour 100, puisque c'est de 2019 à 2021. Donc c'est faux. 19, eh ben, on va trouver un exemple où c'est pas vrai. Donc en fait, on va trouver cet exemple en mettant pour Armel une petite quantité au départ, et puis pour lui, par contre, une grosse quantité au départ. Et puis ensuite, on inverse. Alors ici, 1000, donc la moitié, hein, Armel réussit, donc 50%, ça fait 500. Puis ensuite, on va lui donner 5 exercices. On est à 50%, et la deuxième semaine a réussi 20%, donc elle en réussi qu'un. D'accord. Et puis Boris, lui, la première semaine, 90% des exercices, donc on lui en donne 10, puis après on lui en donne beaucoup. On lui en donne 1000, et là il en fait 40%, c'est ça. Et donc ça lui en fait 40. Alors, si je regarde, là il y a eu 1005 livres, il en a réussi 1005 exercices, il a réussi 501 sur 1005, et puis là il a réussi 409 sur 1010. D'accord. Ben ça c'est plus petit que ça. D'accord. Ça, voilà. Donc en fait voilà, donc c'est faux. Puisque nous on nous dit que Boris a nécessairement réussi un plus grand nombre. Ben, c'est faux. Arithmétique, n cube. Ah, c'est n cube, mince. Si j'ai mis n cube, c'est bon. Alors, si c'est impair, bah, de toute façon, si c'est impair, n cube est impair, n est impair, la différence est paire, et si n est pair, c'est pareil. Donc effectivement, c'est toujours pair. On peut le retrouver d'une autre façon, ça, c'est n facteur de n au carré moins 1. Donc c'est n moins 1, n plus 1. Donc forcément, entre n et n moins 1, par exemple, s'il y en a un qui est pair, l'autre il est impair, donc le produit est forcément pair. 21, c'est... Bah, on va donner un contre-exemple en prenant un nombre n qui n'est pas premier. Parce que ça dit quoi? Ça dit que n divise x au carré moins 9, c'est-à-dire x moins 3, x plus 3. On va prendre n égale 35 et x égale 18. 18 moins 3, ça fait 15, 18 plus 3, ça fait 21. D'accord? Alors 35 divise 15 fois 21. Parce que 15 fois 21, c'est 3 fois 5, ici c'est 3 fois 7, donc ça fait 5 fois 7, 35, il reste 3 fois 3, 9. D'accord? Mais pourtant 35 ne divise pas 15, hein, d'accord? Donc, et 35 ne divise pas 21. Ok? Donc on n'a pas x congru à 3 modulo 35, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas 18 congru à 3 modulo 35, on ne l'a pas, et 18 congru à moins 21 modulo 35, on ne l'a pas. Donc c'est faux. 22, le nombre de parties d'un ensemble, bah, c'est 2 puissance 10, hein, quand il y a 10 éléments. D'accord? Donc ça fait beaucoup plus que ça. Hein. Bah, ça revient à faire le nombre d'applications de 1 à 10 sur 0,1. Bon, bah, c'est du cours, ça. Hein. C'est du cours. Bon, je ne pense pas qu'il y avait à le démontrer autrement. Enfin, peut-être que je me trompe. En fait, il suffit d'écrire une suite de 10 trucs enfin, on écrit les 10 éléments. Mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis après, on écrit en dessous, on met un 1 si l'élément fait partie de la partie, puis un 0 s'il n'en fait pas partie. Donc on écrit des nombres avec des 1 et des 0. Et donc le nombre de possibilités, à chaque fois, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 2 puissance 10. 23, ben 23, c'est de faire des droites, comme ça, d'accord? Voilà. Donc on en choisit une, par exemple D1, elle coupe les deux jusqu'à Dn en n moins 1 point, on choisit deux de ces points, par exemple AB, d'accord? AB provient
de l'intersection avec une autre droite pour A, et puis de l'intersection avec une autre droite pour B, ce qui détermine en fait un unique triplet ABC, sauf que ça peut être BAC. Donc il y a n-1 choix de A, n-2 pour B, pardon, et donc il y a n-1, n-2 triangles possibles, mais attention à ces triangles parce qu'il y en a qui se répètent plusieurs fois, et il y a n droite. Donc au total ça fait ça. Donc là ça nous détermine des triplets ABC, mais le triangle ABC là-dedans il va apparaître 6 fois, donc on va diviser ça par 6 et donc le résultat est vrai. 24, donc on choisit par exemple le nombre 1, x désigne le rang où on obtient 1. Bah, obtenir 1 la première fois, bah, il y a une chance sur 6. La deuxième, il ne faut pas obtenir 1 la première fois, il faut obtenir 1 la deuxième, donc 5 sixièmes fois 1 sixième. Pour que ça soit au troisième tour, bah, on n'obtient pas 1, on n'obtient pas 1, on obtient 1, etc. Et donc, c'est une loi géométrique ça. La probabilité demandée va être 1 moins P de x égale 1 moins P de x égale 2. Hein, ça c'est P de x supérieur ou égal à 3 en fait. Hein, P de x supérieur ou égal à 3. Et donc ça va être 1 moins 1 sixième moins 5 sur 36. Si on met tout sur 36, on obtient 5 au carré sur 6 au carré. C'est mal écrit. Donc c'est vrai. 25, c'est vrai aussi. Alors P de A bar inter B bar, c'est égal à P de... Alors A bar inter B bar, c'est pareil que A union B bar. Donc c'est 1 moins P de A union B, donc 1 moins P de A plus P de B moins P de A inter B. Et si je fais P de A bar fois P de B bar, je trouve que c'est 1 moins P de A facteur de 1 moins P de B, qui fait 1 moins P de A moins P de B plus P de A, P de B. Et donc les deux sont égaux si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Et ça c'est l'expression du fait que A et B sont indépendants. Et ça c'est l'expression du fait que A bar et B bar sont indépendants. Donc A bar et B bar indépendants équivaut à A et B indépendants. Problème 2, j'allais dire enfin, 1A, f de x moins f de A sur x moins A admet une limite réelle quand x tend vers A. 1b, f' de A est égal à la limite de f de x moins f de A sur x moins A. J'appelle epsilon de x égale f de x moins f de A sur x moins A moins f' de A si x est différent de A. Et 0 si x est égal à A. La limite de epsilon de x est donc f' de A moins f' de A, ça fait donc 0. Et le 0 c'est epsilon de A. Ce qui fait que epsilon est continu en A. Et de plus, on a là... Donc là, c'est pour x différent de A. Hein. Quand je supprime le dénominateur, j'obtiens que f de x moins f de A est égal à epsilon de x fois x moins A plus f' de A fois x moins A. Et donc j'obtiens ça. Et ça reste vrai si x égale A, parce que si x égale A, ça fait f de A. Et puis ici, ça va faire 0 et puis 0. Donc j'ai toujours ça en fait, hein, quel que soit x. Avec une fonction g qui est une fonction continue parce que epsilon est continu et que x moins a évidemment est continu. D'accord? Et puis la limite de g de x sur x moins a, c'est quoi? C'est la limite de epsilon de x quand x tend vers A, donc c'est 0. Et donc g est bien négligeable devant x moins a. Le simple fait d'avoir ça, avec epsilon qui tend vers 0, ça dit que c'est négligeable. 1.c.1 Alors, j'ai ça et j'ai G continu qui est en A, G continu en A. Donc, la fonction qui à x fait correspondre ça, bien ça va être continu en A, hein, parce que ça c'est un polynôme, d'accord? Ça c'est un polynôme, puis G est continu en A. Donc la somme des deux, somme de cette fonction qui est continue et de celle-là qui est continue, c'est continu en A. Voilà. Ou encore, limite de f de x quand x tend vers A, c'est la limite de tout ça quand x tend vers A. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, et donc ça fait f de A. Et donc f est continu en A. Voilà. Donc si f est dérivable en A, f est continu en A, la réciproque est fausse.
on prend valeur absolue de x, bon, dont on sait que la limite en 0 c'est 0, donc elle est bien continue en 0, mais elle ne va pas être dérivable en 0, parce que si x est strictement positif, ben, f de x, valeur absolue de x c'est x, donc moins 0 sur x moins 0, ça fait 1, donc ça tend vers 1, à droite de 0, hein. Et à gauche de 0, valeur absolue de x fait moins x. Moins 0 sur x moins 0, ça fait moins 1. D'accord? Donc il y a une limite à droite qui vaut 1, une limite à gauche qui vaut moins 1. Mais du coup, il n'y a pas de limite en 0, hein, puisqu'il y a deux limites. Donc f de x moins f de 0 sur x moins 0 n'a pas de limite en 0, donc elle n'est pas dérivable en 0. Sur 1D, f est dérivable en A, donc on a cette relation-là, avec epsilon nu continu en A, et epsilon de A égale 1 de A égale 0. Donc fg de x, qui est égal à f de x chez de x, eh bien on va développer ça. Donc ça fait f de A chez de A, plus f de A g' de A x moins A, plus f' de A x moins A g de A, donc on va obtenir ça. Et puis ensuite il va nous rester une expression où il y a partout où on peut mettre x moins 1 en facteur. Donc x moins 1 va être facteur de quoi? Il va être facteur de f de A nu de x, plus f' de A, alors là j'ai déjà factorisé x moins 1, f' de A, g' de A, x moins A, plus f' de A nu de x, x moins A, plus epsilon dx, facteur de tout ça. Voilà. Bon, alors ça va être continu en A, parce que là, nu est continu en A, puis là c'est un polynôme, hein, d'accord. Et enfin, je parle de U, hein. Epsilon est continu en A, et nu est continu en A, et puis donc ça c'est un polynôme, et nu est continu en A. Donc tout ça c'est continu en A. Et quand je remplace x par A, ça se fait 0, 0, 0, la tête à deux tours, et epsilon de A ça vaut 0. Et U de A qui est égal à 0. Donc pour x différent de A, en faisant passer ça, f de x, ça de l'autre côté, ça fait f de fg de x moins fg de a, et en divisant par x moins a, et bien ça va donner ça plus u de x. D'accord? Et u de x tend vers 0 quand x tend vers a, donc ça va tendre vers ça. Et donc fg est dérivable en a, et sa dérivée est égale à ça. Voilà. 1e, on a donc cette situation, f dérivable en a, donc f de x, donc toujours le même genre de relation, hein. Et puis pour g, comme on change d'intervalle, bah, je vais changer de variable générique, je vais l'appeler y. Donc j'ai cette relation-là, avec nu qui est continu en b, nu de b égale 0, y appartenant à j. Alors là, je vais préciser, je ne l'ai pas fait avant, j'aurais dû à chaque fois que j'écrivais quelque chose, dire que x appartenait à l'intervalle de départ, hein, c'est-à-dire à l'intervalle. Ici, x appartient à i et y appartient à j. Ce qui n'est pas un problème parce que f de x appartient, parce que je vais remplacer y par f de x appartient toujours à j. Donc ça nous fait g de rond f de x, c'est-à-dire g de y, égale g rond f de a, c'est-à-dire g de b, voilà, donc c'est ça, plus g' de b, facteur de y moins b. Bah, y moins b, c'est ça, d'accord? Voilà. Plus nu de y, c'est-à-dire nu rond f de x, facteur de y moins b, c'est-à-dire ça. Donc finalement, ça nous fait ça. Alors ça nous fait g' de b, c'est-à-dire g' rond f de a fois f' de a fois x moins a. Puis il y a tout le reste où je factorise x moins a. Donc tout le reste, ça va être g' rond f de a epsilon de x plus nu rond f de x f' de a plus epsilon de x. Voilà. Ça c'est u de x. Et là-dedans, il faut bien voir que epsilon il est continu en A, que f est continu en A, que nu est continu en B égale f de A. Alors nu il est où? Il est là. Donc là, nu rond f va être continu du coup, en A. D'accord? Et donc u va être continu en A, et puis u de A va être égal à quoi? Ben, epsilon de A ça fait 0, f de A ça fait B, et nu de B est égal à 0. Donc ça fait 0. D'accord? Et donc, toujours pareil, hein, je fais passer de l'autre côté, je fais passer ça de l'autre côté, puis je divise par x moins a, et j'obtiens ça, plus u de x, avec u de x qui tend vers 0. Donc cette expression-là tend vers f' de a fois g' de f de a. Donc g rond f est dérivable en a, et sa dérivée est égale à f' de a fois g' de f de a. Voilà, ouf.
2a, x positif, y positif, on fixe y et on s'intéresse à phi de x égale ln de xy moins ln de x moins ln de y. X donne xy est dérivable. Bon, ça c'est évident. Et x donne donc x donne ln de xy va être dérivable. X donne ln de x est dérivable, ça c'est une constante, donc phi est dérivable, et phi' de x va être égal à la dérivée de ln de x. Alors je dérive d'abord xy, donc ça fait y. Dérivée de ln en xy, c'est-à-dire 1 sur xy. Donc y fois 1 sur xy, qui va me faire 1 sur x. Moins la dérivée de ln de x qui vaut 1 sur x, et la constante qui vaut 0. Donc ça fait 1 sur x moins 1 sur x égale 0. Donc phi' de x est toujours égal à 0. Donc phi de x est égal à une constante. Mais qui dépend de y, cette constante. Hein. Ky. Donc ln de x moins ln de x moins ln de y est égal à ky, quel que soit x positif. Si je prends x égale 1, ça va me faire ln de y moins ln de 1 qui vaut 0, moins ln de y égale ky. Et du coup, je trouve que ky est égal à 0. Donc phi de x est égal à 0, quel que soit x positif. Et donc ln de xy est égal à ln de x plus ln de y. Question 2b, p de n, ça nous dit que ln de x puissance n égale n ln de x. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Donc elle est évidente à l'ordre 1, parce que ln de x égale 1 ln de x. Supposons que p de n soit vrai, donc on a ln de xn plus 1, x à la puissance n plus 1 qui... x à la puissance n plus 1 c'est x fois xn. Donc ça fait ln de x plus ln de x puissance n, et ça c'est n ln de x par l'hypothèse de récurrence. Donc ça fait n plus 1 ln de x, donc p de n plus 1 est vrai. Donc p de 1 est vrai, p est héréditaire, donc d'après le principe de récurrence, p de n est toujours vrai, et donc on a toujours ce résultat. ln de x fois 1 sur x, x est positif, donc 1 sur x est positif. Ça fait ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc ça me fait que ln de x plus ln de 1 sur x est égal à 0. Donc ln de x est égal à, de 1 sur x, pardon, est égal à moins ln de x. 2c, petit 1, g de xy égale g de x plus g de y. Quand je remplace simultanément x et y par 1, ça fait g de 1 égale g de 1 plus g de 1, donc g de 1 égale 0. On fixe y positif, la fonction x donne xy est dérivable, c'est une fonction linéaire, et g est dérivable. Donc la composée que j'appelle h est dérivable. Elle est dérivable en x, et h' de x est égal à la dérivée de xy, c'est-à-dire y, fois g' en xy. Donc ça me fait quoi? Et cette dérivée, elle va être égale à la dérivée de ça plus la dérivée de ça. J'ai fixé y, donc la dérivée de ça, c'est dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc ça fait g' de x. Y, g' de xy égale g' de x. Donc g' de xy est égal à g' de x sur y. Je peux parce que y est strictement positif. Maintenant, je remplace question 3, x par 1. Et donc, j'obtiens que g' de y est égal à g' de 1 sur y. G' de 1, je l'appelle c. D'accord? Donc, ça fait c sur y. Petit 4, g' de y égale c sur y, quel que soit y positif. Donc, g de y, ben, j'intègre cette relation-là. Hein, c'est une équation y' égale c sur y. Et donc, j'intègre par du logarithme, bien sûr. Donc, ça fait c ln de y plus k. Ce qui veut dire que, alors, pour y égale 1, g de 1, je sais, ça fait 0. Et ln de 1, ça fait 0. Et j'obtiens facilement k égale 0. Donc g de y égale c ln de y. On a donc, à chaque fois qu'on a cette relation, il existe c tel que g de y est égal à c ln de y, quel que soit y positif. Réciproquement, si je prends une fonction qui est comme ça, alors, g de xy va être égal à c ln de, et je remplace y par xy. ln de xy, c'est ln de x plus ln de y, et je développe. Ça fait donc g de xy égale ça, c'est-à-dire g de x plus g de y, quel que soit xy positif. Conclusion, l'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble des fonctions qui a x positif, associe lambda ln de x, lambda appartenant à R. Donc voilà un ensemble infini, bien sûr. C'est un espace vectoriel de dimension 1 à cause du lambda et qui est engendré par la fonction ln de x. Petit d, ln est dérivable, sa dérivée c'est 1 sur x, positif sur
sur la toile plus. Donc Ln est strictement croissant. Petit 2, parce que ça doit être le petit 1 du petit d. Non, c'est petit e, pardon. A appartenant à R, 2 supérieur à 1, Ln croissant. Donc Ln de, comme Ln de 1 est égal à 0, Ln de 2 est positif. Alors, si A est positif, A sur Ln de 2 est supérieur ou égal à 0. Je prends sa partie entière, je rajoute 1, je vais obtenir N. Je choisis donc N supérieur à la partie entière de A sur Ln de 2 et ça répond au problème. Et si A est négatif, ça veut dire que ça c'est négatif. Bah, je prends par exemple N égale 1. Voilà. Donc je peux toujours trouver N. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que je peux toujours trouver N. Alors maintenant, x supérieur ou égal à 2 puissance n. Ça fait que ln de x va être supérieur ou égal à ln de 2 puissance n, puisque ln est croissant. Donc ça fait que ln de x est supérieur ou égal... Oui, et que 2 puissance n est... Ah oui, oui, parce que comme 2 puissance n est positif, bah, x de toute façon va être positif. Hein. Donc ln de x va être supérieur ou égal à n ln de 2, qui est supérieur ou égal à a, parce que le n que j'ai choisi avant... D'accord, c'était un n qui permettait d'avoir n supérieur ou égal à a sur ln de 2. Dans les deux cas là, que j'ai étudiés, n était toujours supérieur à a sur ln de 2. D'accord. Donc, ln de x va être supérieur... voilà, c'est ça. Car, alors, n ln de 2 va être supérieur ou égal à a parce que n... est supérieur ou égal à A sur ln de 2. Donc j'ai le droit de multiplier par ln de 2 les deux côtés, puisque ln de 2 est positif. Donc ça fait n ln de 2 supérieur ou égal à A. Voilà. Et donc à chaque fois que j'ai x supérieur ou égal à 2 puissance n, j'ai bien ln de x qui est supérieur ou égal à A. Petit f, A appartenant à R, on sait qu'il existe n tel que l'on est ça, et qu'alors on a x supérieur ou égal à 2 puissance n. D'accord. Et que ça implique ça. On l'a vu avant. Donc en fait, ça veut dire que pour tout A appartenant à R, on a été capable de trouver un nombre qui est 2 puissance n, tel que dès que x dépasse ce nombre, ln de x est supérieur ou égal à 1. Ça veut exactement dire que la limite de ln de x en plus infini égale plus infini. Pour x positif, ln de 1 sur x égale moins ln de x, donc ln de x égale moins ln de 1 sur x, limite de 1 sur x en 0 plus c'est plus infini, limite de t en plus infini c'est plus infini, donc limite de 1 sur x en 0 plus c'est plus infini. Et comme il y a un moins devant, limite de ln de x en 0 plus va être égale à moins l'infini. ln est continue strictement croissante, limite en 0 plus égale moins l'infini, limite en plus infini égale plus l'infini, donc ça réalise une bijection de R plus étoile vers moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Dire ça, ça équivaut à dire que ln de A plus B moins ln de 4 est égal à ln de AB sur 2. On multiplie par 2, ça équivaut à dire ça. Ça fait ln de 4 au carré, c'est-à-dire ln de 16. Plus ln de AB, ça fait ln de 16 AB. Et ça, c'est ln de A plus B au carré. Je vous laisse lire ça. Donc ça équivaut à dire ça. Et ln est une bijection. Et a plus b carré c'est positif, et 16ab c'est positif aussi. Donc ça équivaut à dire que a plus b au carré est égal à 16ab. Je développe, ça équivaut à dire ça. Et donc en passant de l'autre côté, ça équivaut à dire ça. Grand 2, 3, f, une fonction qui vérifie ça. Quand je fais simultanément x égale y égale 0, j'obtiens f de 0 égale f de 0 plus f de 0 et implique f de 0 égale 0 la tête à Toto. 3b, y égale moins x, implique f de x moins, j'applique ça, donc ça fait f de x plus moins x égale f de x plus f de moins x. Ça c'est f de 0, c'est-à-dire 0, donc ça fait que 0 égale f de x plus f de moins x, donc f de moins x égale moins f de x, quel que soit x appartenant à R, donc f est impair. 3c, pour démontrer ça, c'est évident, c'est un principe de récurrence encore. C'est évident pour n égale 0 parce que f de 0 fait 0 et que 0 f de x fait 0. On suppose que c'est vrai à l'ordre n et on se place à l'ordre n plus 1. f de n plus 1x égale f de nx plus x égale f de nx plus f de x. Et hypothèse de récurrence f de nx c'est nf de x. Donc ça fait n plus 1 f de x. Donc p de n plus 1 est vrai.
Donc P de 1 est vrai et P est héréditaire. Dans le principe de récurrence, P de n est donc vrai quel que soit n appartenant à n. Donc on a ça, quel que soit n appartenant à n. 3D, si n appartient à z et que n est négatif. Alors je pose P égale moins n qui appartient à grand N. F de Px est égal à P f de x, déjà vu. F de nx plus Px est égal à F de n plus Px, mais n plus P fait 0, donc ça fait F de 0 égale 0. F de Px plus F de Nx est donc égal, puisque ça fait F de Nx plus F de Px, est donc égal à 0. Donc F de Nx est égal à moins F de Px, c'est-à-dire à moins P F de X. D'accord? Et moins P c'est N, donc ça fait N F de X. Donc en fait j'ai F de Nx qui est égal à N F de X, quel que soit N appartenant à Z est négatif. Et c'était vrai aussi quel que soit N appartenant à grand N. Donc c'est vrai quel que soit N appartenant à Z. Si R est un nombre rationnel, il peut s'écrire R égale P sur Q. P appartient à Z, Q appartient à N étoile. Si je fais QFRX, ça nous fait F de QRX. Et parce que Q est positif, enfin, peu importe, enfin ça fait ça en fait. Et F de QRX, F de QRX, QR c'est quoi? QR c'est P, donc ça fait F de PX, ça fait P F de X. Et Q est différent de 0, donc F de Rx va être égal à P sur Q F de X, et P sur Q c'est R. Donc F de Rx va être égal à, excusez-moi, R F de X. D'accord? Quel que soit X. Alors, pourquoi? Voilà, F de Rx égale R F de X, quel que soit R appartenant à Q, et quel que soit X appartenant à R, donc c'est gagné. Question 3e, F de Rx égale R F de X, quel que soit R appartenant à Q, X appartenant à R, on prend X égale 1 et on obtient F de R égale RA, où A est égal à F de 1. Petit 4, F de R est égal à R, quel que soit R appartenant à Q, soit X appartenant à R. Il existe une suite de rationnels Rn qui tend vers X dans R. F de Rn est égal à ARn, puisque Rn appartient à Q. Donc ça c'est vrai quel que soit n. Rn tend vers X et F est continu. Donc F de Rn tend vers F de X. Par ailleurs, Rn tend vers X, donc Rn tend vers Ax. Donc là, je passe aux limites là-dedans, dans cette égalité. Et j'obtiens facilement que f de x est égal à ax. F est additive et continue, donc on vient de voir que si on a ça, alors il existera tel que f de x égale ax, quel que soit x appartenant à r. Et réciproquement, si f de x est égal à ax, f est continu et f de x plus y égale ar est égal à ax plus y égale à ax plus ay égale f de x plus f de y, quel que soit x, y appartenant à r. Donc l'ensemble des fonctions additives continues, c'est l'ensemble des x donne à x, a appartenant à R. 5 ans. F de x plus t est égal à f de x plus f de t, quel que soit x et t. Donc somme de 0 à 1 de f de x plus t dt est égal à la somme de 0 à 1 de f de x plus f de t dt égale addition des deux intégrales. Somme de 0 à 1 de f de x dt, c'est f de x c'est une constante qu'on sort, et donc ça fait f de x. Et donc, ça me donne que f de x est égal à ça, moins ça. Bon. On fait un petit changement variable dans celle-là en posant x plus t est égal à u, et on remplace dt par du. Et ça me fait donc, voilà, pour t égale 0, ça fait x plus t égale x. Pour t égale 1, ça fait x plus 1. Donc, j'obtiens f de x égale somme de x à x plus 1 de f de u du, moins somme de 0 à 1 de f de t dt. F est continu, donc x donne somme de x à x plus 1 de f de u du est dérivable. Ah oui, alors je ne suis pas obligé de faire ça, mais je peux le faire pour dériver. Et donc est dérivable, et sa dérivée, ça va être la dérivée de x plus 1 multipliée par f de x plus 1, moins la dérivée de x qui vaut 1, donc moins f de x. Ouais. Et donc ça fait f de x plus 1 moins f de x. Ça, c'est une constante de dérivée nulle, donc f est dérivable, et puis sa dérivée, c'est donc f de x plus 1 moins f de x. Et ça fait f de 1, parce que f de x plus 1 est égal à f de x plus f de 1. Voilà. Donc, j'obtiens que f' de x est égal à a, où a est égal à f de 1, et ça, quel que soit x appartenant à R. Donc, f de x, j'intègre égal à x plus k, quel que soit x appartenant à R, mais f de 0 est égal à 0, donc k est égal à 0, donc f de x égale à x. Donc si j'ai une fonction continue additive, elle est de cette forme,
Et je retrouve donc le résultat, et puis j'avais déjà expliqué que quand on est de cette forme, eh bien, on est bien additif et continu évidemment. Donc l'ensemble des continus additifs, c'est bien l'ensemble de ces fonctions. 6a, x0 appartenant à R, f continu en x0, j'écris que f de x plus x0 égale f de x plus f de x0. Donc f de x égale f de x0 plus x moins f de x0. La limite de x0 plus x quand x tend vers 0, c'est x0. Et comme f est continu, la limite de ça quand x tend vers x0, ça va être la limite de f de t quand t tend vers x0, ça va faire f de x0 moins f de x0, ça va faire 0. La limite de f de x quand x tend vers 0 fait donc 0. Et 0, on sait que c'est f de 0. Donc on en déduit que f est continu en 0. Pardon. Voilà. Question 6b. A appartient à R, x appartient à R. F de x égale f de a plus f de x moins a. Ça c'est l'additivité. Limite de x moins a en a est égale à 0. Et f est continu en 0. Donc limite de f de x moins a est égale à f de 0 qui vaut 0. Donc limite de f de x quand x tend vers a va être égale à f de a plus 0, donc f de a. Et donc f est continu en a, quel que soit a appartenant à R, donc f est continu sur R. Si f est additive et continue en un point x0, alors f est continu sur R. Donc on peut dire les résultats qu'on avait avant, qu'on avait trouvé avant, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctions additives continues en x0, bah, c'est exactement l'ensemble des fonctions additives continues, donc c'est l'ensemble des fonctions qui à x correspondent à x appartenant à R. 7a, elle est additive monotone, je prends x0 appartient à R, et la partie entière de 10 puissance n x0. Et donc j'ai cette inégalité avec un appartient à z, et j'ai x0, j'ai cette inégalité, j'appelle an ce truc-là, bn ce truc-là, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance n plus an. Un appartient à z, an, bn appartiennent à q. Et j'ai, en multipliant par 10, j'ai ça. D'où j'ai un entier ici qui est inférieur ou égal à ça. Donc la partie entière de ce truc-là va être supérieure ou égale à 10n. Mais en même temps, cet entier il est strictement supérieur à ça. D'accord ? Donc la partie entière plus 1 va être inférieure ou égale à 10 plus un. Et donc je vais avoir que un, je divise par 10 puissance n plus 1, ça fait un sur 10 puissance n est inférieur ou égal à un plus 1 sur 10 puissance n plus 1, et 1 plus un plus 1 sur 10 puissance n plus 1, qui est inférieur ou égal à 1 sur 10 puissance n plus un sur 10 puissance n qui fait bn. Et donc j'obtiens ça. Voilà. Et donc je vois que an est croissante, bn est décroissante, que bn moins an, bah, c'est 1 sur 10 puissance n, ça tend vers 0, donc an et bn sont adjacentes et donc elles ont la même limite, grand L, et que d'après le théorème des gendarmes, bah, comme x0 est entre an et bn qui ont la même limite grand L, bah, x0 va être égal à grand L, donc leur limite à an bn c'est x0. Voilà. 7b, on a vu que f de R est égal à R, quel que soit R appartenant à Q, avec A égale f de 1. Eh bien, f de an égale A fois n, f de bn est égal à A fois bn. Si f est croissante, alors A positif, évidemment. x0 est entre an et bn, donc f est croissante, donc f de an est inférieur à ça, donc j'ai ça. Et la limite de A fois an, bah, c'est AX0, puisque an tend vers x0. A fois bn, pareil. D'accord? Et donc, théorème des gendarmes, puisque là c'est la même limite, f de x0 est égal à ax0. Et si f est strictement négatif, parce qu'il n'y a que deux cas, puisqu'elle est monotone, alors a est négatif. J'ai an, j'ai ça, mais f qui est strictement monotone, donc fbn est inférieur ou égal à f de x0 inférieur ou égal à f de an. Et après, ben, je remplace ça par ABN, ça par A à N, et j'ai donc ça. Et là, c'est pareil, hein, je veux dire, ça tend vers AX0, ça tend vers AX0, et donc, théorème des gendarmes implique que l'on a ça. Voilà, dans les deux cas, f de x0 est égal à x0, f de 1, quel que soit x0 appartenant à R, et donc là, je retombe encore sur des fonctions
de la forme AX. Et donc, l'ensemble des fonctions, celles-là, je sais qu'elles sont monotones, hein, c'est de la forme AX, hein, c'est des fonctions linéaires, donc forcément monotones. Donc, j'ai bien l'ensemble des fonctions monotones additives qui est égal à l'ensemble des fonctions x donne à x, A appartenant à grand R. Question 8a, f est additif borné sur cet intervalle. Donc comme alpha est inférieur à bêta, ben, je vais voir ça. Et comme Q est dense dans R, dans cet intervalle-là, il y a un nombre rationnel. Donc il existe Rn, vérifions ça. Et de ça, j'obtiens facilement que nx moins Rn est entre alpha et bêta. Donc nx moins Rn appartient à cet intervalle alpha-bêta ouvert, donc fermé aussi. 8b, A est égal à f de 1, f de nx égale, alors ça c'est l'additivité, f de nx moins Rn plus f de Rn, et f de Rn c'est ARn, puisque Rn appartient à Q. F de nx moins Rn est égal à f de nx moins ARn, mais f de nx c'est nf de x, additivité. Donc nf de x moins ARn. Donc, quand je fais n valeur absolue de f de x moins x, c'est valeur absolue de nf de x moins anx. D'accord? Et donc, j'utilise l'inégalité triangulaire. C'est inférieur ou égal. Ça, j'écris nf de x moins ARn plus ARn moins anx. Donc, ça va me faire ça. Ça, je peux le remplacer par valeur absolue de ça. D'accord? Quant à ça, je sors le A, et donc c'est valeur absolue de A multiplié par valeur absolue de Rn moins Nx. Donc, comme ça c'est plus petit que ça c'est plus grand que ça moins ça. Et donc j'obtiens le résultat. 8c, Nx moins Rn appartient à ça, donc Nx moins Rn est borné, donc j'ai une relation comme ça. Nx moins Rn appartient à ça, f est borné, donc j'ai une relation aussi comme ça. Supposons qu'il existe x appartenant à R, tel que f de x est différent de ax. Donc ça serait non nul. Alors, moins a est inférieur à moins valeur absolue de nx moins Rn. Donc, ça moins a est inférieur ou égal à ça moins a. Ça, comme c'est différent de 0, multiplié par n qui tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Moins a, ça tend vers plus infini. D'accord? Ça et ça. Donc, celui-là qui est plus grand tend vers plus infini. Mais celui-là qui est plus grand, en même temps, ça implique ça. Pourquoi? Parce que, oui, il tend vers plus l'infini, celui-là, et l'autre est encore plus grand. Donc, limite de ça est égale à plus l'infini, ce qui est faux, parce qu'on a dit qu'il était inférieur ou égal à b. D'accord? Qu'il était borné. Donc, en fait, c'est que j'ai mal supposé f de x, j'ai supposé qu'il existait un x pour lequel f de x était différent de ax. Eh bien, c'est faux. Donc, ça veut dire que f de x égale à x, quel que soit x appartenant à R. Réciproquement, si f de x égale à x, quel que soit x appartenant à R, bah, f va être borné sur n'importe quel intervalle comme ça, parce que soit A est positif et on a ça, soit A est négatif et on a ça. Et par ailleurs, f est additive. Donc, on voit que l'ensemble des fonctions additives bornées sur un intervalle est égal à l'ensemble des fonctions qui à x font correspondre à x A appartenant à R. Alors, on change de partie maintenant et on est à la question 9.1 et donc on a une fonction qui vérifie ça. Alors, c'est évidemment possible si la fonction est nulle. 0 égale 0 fois 0, la tête à tout. Sinon, il existe A tel que f de A est différent de 0. À ce moment-là, on va écrire que f de A, c'est f de 0 plus A égale f de 0 fois f de A. Et donc, je mets f de A en facteur de 1 moins f de 0 est égal à 0. Et f de A est différent de 0. Donc 1 moins f de 0 égale 0. Et donc f de 0 est égal à 1. Conclusion, bah, f de 0 est égal à 1 ou f est la fonction de 2. 6, 9b, f différent de 0, donc f de 0 égale 1. Quel que soit x, f de x égale f de x sur 2 plus x sur 2 égale f de x sur 2 au carré, positif ou nul. Donc f de x, alors donc rien du tout. F de 0 égale f de x moins x égale f de x, f de moins x. Et comme f de 0 est égal à 1, ça nous fait f de x, f de moins x égale 1, quel que soit x. Donc f de x est différent de 0. Donc on a toujours f de x positif. Il est positif, j'ai défini sur R.
Donc on peut définir G sur R par G de x égale ln de f de x, puisque ça c'est positif. G de x plus y égale ln de f de x plus y égale ln de f de x, f de y égale ln de f de x plus ln de f de y égale G de x plus G de y, quel que soit x, y. F est continu, ln est continu, donc G est continu, et en plus elle est additive, donc il existera tel que G de x égale à x. F, donc ça nous fait ça. D'accord. Et donc ça nous fait f de x égale exponentielle à x, puisque exponentielle est la réciproque de ln. Quel que soit x appartenant à R. Réciproquement, si on prend une fonction définie sur R comme ça, mais il est évident que f de x plus y, alors je n'ai pas écrit, hein, c'est exponentielle de a facteur de x plus y, donc c'est exponentielle de ax, exponentielle de ay, donc ça fait f de x multiplié par f de y, et donc ça marche. Et donc l'ensemble des... Et puis en plus c'est continu. Et donc l'ensemble des f continus vérifiant ce qu'on avait dit au départ, f de x plus y égale f de x multiplié par f de y, eh bien c'est l'ensemble des fonctions x de R vers R qui a x associé exponentielle à x, où A appartient à R. Voilà. Et donc pour ça, dit ça 1, ça exprime que l'image de la moyenne est égale à la moyenne des images. 10b, on pose t égale x plus y, u égale 0, et on fait f de t plus u sur 2 égale f de t plus f de u sur 2. Ce qui nous fait f de x plus y plus 0, f de x plus y sur 2 égale f de x plus y plus f de 0 sur 2. Et donc f de x plus y plus f de 0 égale 2 fois f de x plus y sur 2, et 2 fois ce truc-là, ça fait f de x plus f de y. Donc f de x plus f de y égale f de x plus f de y moins f de 0, quel que soit x, y. Je pose f de 0 égale b, g de x égale f de b, f de x moins b, et donc g de x plus y égale f de x plus y moins f de 0, égale f de x plus y plus f de y, non, f de... Alors, égale f de x plus f de y, oui, c'est ici qu'il faut le prendre, hein, il faut prendre, voilà, moins f de 0, c'est-à-dire moins 2 f de 0. Donc j'en prends un, je mets avec f de x, ça fait f de x moins f de 0, c'est-à-dire g de x, plus f de y moins f de 0, c'est-à-dire g de y. Et g continue, donc g de x est égal à ax, avec a égale g de 1, g de 1, du coup, ça vaut f de 1 moins b, c'est-à-dire f de 0. Peu importe. F de x est égal à g de x plus b, donc ça fait g de x plus f de 0, et c'est ça. Et donc ça fait g de x égale ax, on a dit, hein, puisque là, on avait g de x plus y est égal à g de x plus g de y, hein. D'accord. Et g continue, donc g de x égale à x, hein, c'est ça. Voilà, je ne sais plus si je l'avais dit en fait. Donc on a bien f de x qui est de la forme à x plus b, enfin là je l'ai appelé k parce que j'avais déjà un b, k appartenant à R. Réciproquement, si je prends a et k dans R, f de x égale à x plus b, c'est continu, f de x plus y sur 2, c'est égal à a x plus y sur 2, plus k. Le k, je peux dire c'est k sur 2 plus k sur 2. Je le marie avec ax, ça fait ax plus k sur 2 plus ay plus k sur 2, égale f de x plus f de y sur 2. D'accord? Et c'est exactement ce que je veux. Donc l'ensemble des fonctions qui continuent, qui vérifient 1, c'est l'ensemble des x donne ax plus b, b appartenant à R, c'est un espace affine de dimension 1, une droite affine. 11a pour x positif, on a g qui est égal à ça, g de x qui est égal à ça. Donc dérivable, de dériver 1 demi moins 8 sur x2 égale x2 moins 16 sur 2x2 égale x moins 4, x plus 4 sur 2x2, x plus 4 est positif, ça s'annule en 4 et c'est du signe de x moins 4, donc négatif, positif. La limite en 0, c'est 0 plus 8 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini plus 8 sur l'infini 0, ça fait plus l'infini. Et donc plus l'infini, et g de 4, il est égal à 16 plus 16 sur 8 égale 4. Donc j'ai une fonction décroissante, puis croissante, et son minimum c'est 4, en 4.
Question 11, A, petit 2. H de x est égal à G de x moins x est égal à ça, est égal à ça, est égal à ça. Du signe de 4 moins x, donc ça nous fait ça. B1, U0 est égal à x, UN plus 1 est... Donc UN est défini par cette relation de récurrence. Et ça fait UN plus 1 égale G de UN. Donc U0 égale x supérieur à 4, supposons que supérieur ou égal à 4, supposons UN supérieur ou égal à 4, alors G de UN est supérieur ou égal à 4 d'après le tableau de variation de G, et donc UN plus 1 est supérieur ou égal à 4, donc par récurrence sur N, on obtient que UN est toujours supérieur ou égal à 4, hein, puisque c'était vrai à l'ordre 0 et que c'est héréditaire. UN plus 1 moins UN est égal à G de UN moins UN égale H de UN, qui va donc être inférieur ou égal à 0, puisque l'UN est entre, voilà, plus l'infini, puisque UN est supérieur ou égal à 4, donc ça va être inférieur ou égal à 0. Donc UN plus 1, ça veut dire ça que UN plus 1 est toujours inférieur ou égal à UN. Donc la suite UN est décroissante. Alors elle est décroissante et elle est minorée par 4, puisqu'on a vu que UN était toujours supérieur ou égal à 4. Donc elle est convergente de limite supérieure ou égale à 4, et comme UN plus 1 est égal à G de UN, et que G est continu, on a, quand on passe ici à la limite, qu'on cherche la limite x, on a x égale G de x. Et ce qui équivaut à dire que H de x est égal à 0. Donc x est égal à 4 ou moins 4, mais comme x est supérieur ou égal à 4, x égale à 4. Donc UN est convergente, enfin, elle est décroissante, convergente de limite 4. Ce qu'on verrait bien sur un dessin, je n'ai pas fait, mais c'est évident. B2, x supérieur ou égal à 4, U0 égale x. On a vu que la suite UN définie par cette relation de récurrence est décroissante, convergente et de limite 4. La relation 1, donc je l'écris avec t là, parce que j'avais déjà x, donne f de UN égale f de UN plus 1. F, là, quand je remplace t par UN, ça fait f de UN égale f de UN plus 1, quel que soit n appartenant à n. Donc par une récurrence évidente, en commençant par f de U0 égale f de U1, etc., eh bien on obtient évidemment f de UN est égal à f de U0, quel que soit n appartenant à n. Limite de UN est égale à 4, donc, et f est continu, donc quand on passe à la limite, ça fait f de 4 est égal à f de U0. Mais f de U0 c'est x, enfin c'est f de x, puisque U0 c'est x. Donc f de x est égal à f de 4. Et donc f de x égale à f de 4, quel que soit x supérieur ou égal à 4. D'accord ? Si x est entre 0 et 4, on pose U0 égale x, UN plus 1 égale G de UN. U0, toujours la même suite, hein. Le fait que U0 soit entre 0 et 4, je regarde le tableau de variation, c'est pareil. G de U0 va être supérieur à 4, donc U1 est supérieur à 4. Donc du coup, je peux appliquer ce que j'ai vu avant. D'accord ? Puisque f de x est égal à f de 4, quel que soit x supérieur ou égal à 4, eh bien je vais donc avoir f de U1 est égal à f de 4. D'accord ? Mais 1, cette relation, elle implique que f de U1 est égal à f de U0. D'accord ? Donc f de U0 est égal à f de 4. Mais U0 c'est x. Donc f de x est égal à f de 4, quel que soit x entre 0 et 4. Donc finalement, on a f de x égale à f de 4, quel que soit x positif. Donc la fonction f est constante. Alors réciproquement, il est évident que si une fonction est constante, dans cette relation, alors d'abord elle est continue, les fonctions constantes sont continues, et dans cette relation, ça donne k est égal à k, et donc ça vérifie bien 1. Donc l'ensemble des fonctions continues vérifiant 1 est l'ensemble des fonctions constantes de R plus étoile vers R. Le corrigé est terminé.